montrer tout de suite mes slides. Merci beaucoup, merci de vous joindre à moi aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de voir autant de monde pour cette conférence de fermeture. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler des compétences durables. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je voulais tout d'abord vous partager mon parcours en cybersécurité. Et donc, j'ai juste été embauchée pour mes soft skills. Pour de vrai. Bon, je voudrais vous partager mon histoire. Avant le jour de mon embauche pour ma première expérience comme pentester, en fait. Donc, j'ai grandi dans une capitale où la culture est au centre de la vie. Et en fait, c'est certainement cet environnement qui m'a poussée à vouloir être comédienne. Mais la vie de bohème de comédien a ses limites. Et pour subvenir à mes besoins, j'étais réceptionniste dans l'hôtellerie de luxe, à Paris, c'est comme vous l'avez probablement compris. Et pour partager ma passion sur le théâtre, j'ai créé plusieurs sites d'information sur le sujet. Et c'est à ce moment-là que je découvre que j'ai autant de plaisir à jouer des rôles que d'écrire des lignes de code. Et c'est dans cet ordre que j'ai décidé de troquer mes études littéraires pour des études informatiques. Et donc là, ça s'est ouvert à moi une nouvelle carrière, mais surtout un nouvel état d'esprit. Et en tant que développeuse, très vite, je me suis questionnée sur la sécurité des applications que je livrais. Et c'est là que j'ai décidé de m'intéresser, mais surtout de m'auto-former au métier de pentester. Parce qu'en fait, il fallait combler le manque de sécurité des produits qu'on trouve sur le marché. Donc, comme je viens de le raconter, en fait, les parcours et les histoires des professionnels en cyber, ce n'est pas toujours linéaire ou homogène. Et mes précédentes vies m'ont amené à développer des compétences comme la prise de parole en public avec le théâtre, et puis avec l'hôtellerie, l'anticipation, le sens du détail, et donc avec le développement d'applications, j'ai pu avoir des compétences en résolution de problèmes, le travail en équipe également, et puis aussi en adaptation aux besoins de l'entreprise. Et donc sur un plan, on va dire plus personnel, mon auto-formation, ça m'a permis aussi de créer une marque et de communiquer. Et où le fait en fait de communiquer à l'oral et à l'écrit, c'est aussi très important. Et donc, pour construire mon plan de formation, j'ai développé des compétences et connaissances dans le domaine de l'éducation et du project management. Et donc, c'est toute cette aventure qui m'a permis de développer ma créativité. Mais est-ce que toutes ces compétences m'ont aidé pour ma première expérience? Pas vraiment au début. J'ai dû d'abord, comme toute personne qui fait une transition dans un autre domaine, découvrir les codes de la cyber. Et même si la valorisation de la prouesse technique, c'est central dans mon métier, et c'est on va dire, accentuées par les offres de formation et de certification, on peut questionner leur efficacité sur le long terme. Et donc récemment, je lisais dans un journal américain, que les entreprises étaient encore sujettes à des anciennes vulnérabilités, donc c'est-à-dire les mêmes vulnérabilités qu'il y a 10 ans. Et donc cette information, ça m'a poussé à une réflexion sur mon métier et sur la façon aussi dont on est formé. Donc c'est vrai que l'état d'esprit CTF, c'est omniprésent tant dans les formations que dans la culture du pentester. Mais appliqué au monde du travail, cet état d'esprit va connaître des limites. Parce que ces formations, elles ne vont pas développer par exemple l'esprit critique, l'alignement business ou la capacité d'apprendre à apprendre par exemple. Et donc c'est pour ça que je me suis interrogée sur la mise en place d'une stratégie sur le long terme qui pourrait adresser donc les faiblesses systémiques. Et comme vous voyez à l'écran, donc mon passé, il est fait d'expériences techniques, d'expériences non techniques, pardon. Mon présent est ultra technique et mon futur, j'aimerais qu'il soit que ces deux choses soient alliées pour avoir une meilleure pratique en fin de compte.
Donc ce qu'on vient de dire par rapport à la formation des professionnels techniques de la cyber, ça se vérifie dans une étude de l'ISACA de 2023 qui montre que 55% des gestionnaires indiquent que les soft skills représentent le plus grand déficit de compétences parmi les professionnels de la cybersécurité. Et d'ailleurs, l'étude nous informe que la communication arrive en premier parmi ces compétences manquantes. Et donc, sa valeur, elle est en augmentation parce que c'est essentiel pour coordonner les équipes, pour aider les non-techniques à comprendre des problèmes et aussi gérer efficacement les incidents de sécurité. Et donc, en fait, une bonne communication, ça va améliorer directement la capacité d'une organisation aussi à répondre et à rapidement et efficacement à répondre aux menaces de sécurité, en fin de compte. Donc, on ne peut pas exclure que le jargon technique prévaut et il peut masquer, en fin de compte, ce besoin de compétences essentielles comme la communication, la gestion d'équipe ou l'empathie, qui sont pourtant cruciales pour gérer efficacement des menaces informatiques. Mais on va d'abord quand même faire un pas de côté et on va essayer de remettre ensemble en contexte le concept des soft skills. Donc, comme vous voyez à l'écran, les nouveaux termes pour aborder les soft skills, donc, ils sont dopés par des anglicismes et ils sont souvent en décalage avec le réel. Mais parler des soft skills comme compétences durables, c'est ce qui me semble le plus juste et le plus adapté dans le contexte qu'on vit actuellement. Donc, pour rappel, les soft skills, ou donc plutôt les compétences durables, c'est des compétences non techniques qui restent pertinentes tout au long de la vie professionnelle d'une personne. Mais comme on l'a vu précédemment, c'est impossible aujourd'hui de privilégier une compétence technique en excluant une compétence non technique. Et donc la cybersécurité, ça va nous demander de marier ces compétences pour être plus efficaces. C'est pour ça que je trouve que le terme compétence durable est approprié, parce qu'à la vitesse de l'évolution des technologies, même si certaines de nos compétences techniques peuvent devenir obsolètes, et bien justement, nos compétences durables, elles vont pouvoir nous permettre de nous adapter continuellement. Et d'ailleurs, l'OCDE va nous rappeler que la durée de vie moyenne d'une compétence technique est de 2 ans, contre 30 ans en 1987. Quand j'ai lu le chiffre, ça m'a impressionné. Donc, les compétences interpersonnelles, elles sont nécessaires depuis que le travail existe. Et elles ont été dénigrées au profit des compétences techniques pendant longtemps, à la faveur d'un esprit cartésien. Mais le télétravail, dû à la pandémie, a montré un changement chez les employeurs. Et aujourd'hui, ils vont les valoriser autant que les compétences techniques. Et donc, on peut prévoir que cette tendance, elle va s'accélérer du fait de l'utilisation quotidienne de l'intelligence artificielle. Au niveau, les professionnels en entreprise, ils vont tous les jours maintenant utiliser l'intelligence artificielle. Et en fait, l'utilisation par les professionnels, ça va nous demander de mobiliser plusieurs compétences durables, parce qu'on va vouloir inclure l'éthique, le respect des droits d'auteur, la sécurité, etc. D'ailleurs, les entreprises, elles vont se démarquer de la concurrence en ayant une utilisation créative et critique qui intègre les risques de l'IA. Et à l'heure où les technologies sont prêtes à dépasser de simples actions répétitives, accompagner les tendances qu'on vient de citer, c'est ce qui me semble plus durable pour les entreprises, mais aussi pour les travailleurs. Mais on va s'attarder un petit peu plus longtemps sur l'impact de l'IA dans notre vie. Donc, l'utilisation du plus grand nombre de l'IA, ça va transformer notre rapport à la technologie. Donc, on a vu des titres de journaux alarmistes, là, comme vous voyez à l'écran. Et c'est vraiment pour la première fois, l'humanité va avoir à faire face à un outil qui va pouvoir évoluer sans sa main. Et donc, dit comme ça peut autant nous angoisser que nous émerveiller. Donc, on peut se poser la question, comment nous, utilisateurs de cette technologie, on peut ne pas être dépassé, mais surtout ne pas se laisser dépasser par elle. Et donc, une chose est sûre,
à l'intersection des deux mondes qu'on est en train de vivre, que l'on soit technique ou non technique, savoir mobiliser nos compétences durables va marquer la direction, mais surtout la place que l'on va donner à une telle technologie. Et en effet, comprendre le fonctionnement de cette technologie et l'utiliser à notre avantage, ça va nous ouvrir d'immenses horizons et d'opportunités. Donc en d'autres termes, c'est essentiel de comprendre que sans les compétences métiers spécifiques, l'IA ne serait pas vraiment efficace. Elle a besoin de notre expertise pour être appliquée correctement et efficacement. Aussi, savoir la questionner et surtout la modeler, ça va nous permettre de définir le futur qu'on souhaite. Et donc, comment on peut mobiliser toute notre humanité face à un géant technologique? Et si je vous disais par la philosophie? Donc c'est pas moi qui le dis, hein, c'est le CEO de Goldman Sachs et il nous explique pourquoi. Parce que la philosophie, elle aide à former des modèles mentaux précis, parce qu'elle renforce la compétence de questionner précisément, et parce qu'elle encourage la logique et le raisonnement. Et il précise que les ingénieurs devraient étudier la philosophie en parallèle avec leurs études d'ingénieur. Et donc ce positionnement du CEO de Goldman Sachs, il est très intéressant pour confirmer que on voit bien qu'il y a un glissement de paradigme. Et aujourd'hui, on ne demande plus seulement aux personnes techniques d'être techniques, on leur demande au fond d'être des personnes techniques dotées de compétences durables. Et donc cette accélération, elle vient parce que notre monde, il devient de plus en plus complexe et pour tous. C'est-à-dire que c'est vraiment complexe pour tout le monde. Et donc à ça, je vais ajouter aussi à ce qu'il a dit que l'accélération qu'on vit depuis maintenant un certain moment, ça nous oblige à avoir une introspection sur le sens de nos rôles dans les professions distinctes. Donc je ne sais pas vous, mais ça fait une petite dizaine d'années que je travaille dans la tech, dont la moitié en cyber, et les technologies avancent tellement vite qu'on n'a vraiment pas le temps d'aller en profondeur dans leur compréhension. Et c'est problématique parce que pour avoir une maîtrise, voire pour tenter d'influencer dans un sens ou dans un autre l'impact de ces technologies sur nos vies, on a besoin du temps de la réflexion pour comprendre, mais surtout pour construire notre connaissance. Et c'est là que je rejoins ce qu'il dit. Je pense qu'on arrivera à améliorer notre pratique en développant notre esprit critique et en développant aussi d'autres compétences durables qui nous offriront, en fin de compte, des nouveaux scénarios pour mieux sécuriser les infrastructures. Et d'ailleurs, j'irai plus loin en disant que nos réflexions et ce couplage de connaissances techniques et compétences durables, elles pourront nous permettre de construire des solutions plus durables pour résoudre des problèmes de fond. Et donc ça va inviter les professionnels à déployer des stratégies sur le long terme et à adapter leur processus d'apprentissage en profondeur. Et c'est pour ça que développer nos compétences durables devient nécessaire, voire urgent, pour clarifier, pour critiquer, pour déconstruire, adapter et j'ajouterai pour travailler ensemble, pour innover. Et donc ce dernier point, c'est selon moi le levier pour avoir une utilisation optimum et mesurée d'une technologie qui va encore accélérer le rythme de notre vie. Et quand je dis travailler ensemble, moi ce que je mets derrière, c'est une autre intelligence. Donc, comme on l'a vu, l'intelligence humaine couplée à l'intelligence artificielle, elle peut avoir des impacts positifs ou négatifs selon notre utilisation. Et il en existe d'autres. Mais celle à laquelle je pense là, c'est l'intelligence collective. Pour moi, ça peut être un extraordinaire levier pour vraiment avoir une meilleure emprise sur notre futur souhaitable. Mais qu'est-ce que c'est que l'intelligence collective? En fait, c'est la capacité d'un groupe à atteindre des résultats qui surpassent ceux que chaque individu pourrait réaliser seul grâce à une collaboration efficace. Et donc, la cybersécurité, ça a été créé avec plusieurs sous-domaines. Et ces sous-domaines, ils vont fonctionner parfois en silo, en fait, de manière autonome, sans interaction les uns avec les autres. Et c'est là que je pense que l'intelligence collective peut nous aider à mieux faire face aux défis qu'on rencontre actuellement.
Parce que, en fait, en tant que pentester, même si mon domaine sur un tableau des métiers, il est à l'autre extrémité de la gouvernance dans ma pratique, mes actions, elles ont un impact sur les données privées et sur le droit, par exemple. Et donc, travailler avec des équipes de gouvernance, ça ne me semblerait pas vraiment déplacé pour susciter des questionnements et arriver à des solutions. Et donc, c'est ce genre de questions qui m'habitent et que j'aimerais vraiment développer avec mes pairs. Et d'ailleurs, je vais vous inviter à une petite expérimentation. Et donc, je vais vous demander votre participation. Et on va contribuer, vous allez contribuer avec moi à un outil afin d'améliorer notre pratique. Donc, je vais demander aux schtroumpfs en noir aujourd'hui s'ils ont les petits micros pour pouvoir les faire passer. Donc, moi, j'ai toujours aimé les visuels, comme le tableau périodique des éléments en chimie. Et plus tard, je me suis intéressée aussi à celui du codex des biais cognitifs, ou encore à la roue des émotions. Parce que je trouve qu'en un coup d'œil, on a vraiment une information qu'on peut appliquer ou comprendre. Et donc, c'est ces tableaux qui m'ont inspiré pour une discussion avec vous sur les compétences durables et comment les valoriser dans nos pratiques. Et donc, j'ai voulu m'essayer à créer un outil pour évaluer les compétences durables. Et aussi, comme je lisais récemment dans un article scientifique sur la prospective, qui nous rappelle que pour dessiner un futur plus souhaitable, on doit le designer pour le rendre plus tangible et donc réel. Et en designant une solution, on peut donc commencer à échanger, à débattre et à améliorer notre futur. Et donc vous allez trouver à la fin en référence l'article que je viens de mentionner et également d'autres ressources qui m'ont permis de créer cet outil. Donc ce n'est pas un outil fini, il n'est pas parfait, mais c'est une réflexion que je voulais ouvrir avec vous pour améliorer et que vous allez pouvoir aussi améliorer, que vous allez pouvoir développer. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, tout au long de la suite de la présentation, à intervenir à tout moment, justement parce que j'aimerais bien entendre vos réflexions, vos contributions et même vos questions. Donc, j'ai choisi une roue avec plusieurs niveaux d'ellipse. Et donc, en son centre, j'ai sélectionné des métacompétences durables nécessaires en cybersécurité. Et je me suis basée sur plusieurs articles, donc, comme celui du World Economic Forum, de McKinsey, d'Isaka et donc d'autres. Et la seconde ellipse, elle va représenter les compétences qu'on développe dans notre pratique et qui découlent des métacompétences. Donc l'ellipse compétences, elle va nous permettre de lister un panel de compétences développées dans notre pratique informelle et formelle. Et enfin, la dernière ellipse, elle va représenter les impacts qui vont découler de ces compétences pour influer vers un fonctionnement optimal des équipes et des pratiques. Alors, est-ce que jusque-là, il y a quelqu'un qui aimerait poser une question ou contribuer, proposer une réflexion pour améliorer l'outil? Donc, en fait, ça c'est donc la première, le visuel global. Hein. Ok, je vais passer à la suite. Donc, ça, c'est les métacompétences que j'ai choisies. Et donc, en fonction de mon expérience et de mes lectures, j'ai retenu des métacompétences pour les raisons suivantes. Parce que l'acuité économique et sociale, ça permet d'être capable de comprendre les enjeux business et sociaux. La communication, ça va permettre de clarifier, de vulgariser et d'échanger au sein et à l'extérieur d'une équipe pour plus de transparence et donc plus de confiance. Et la résolution de problèmes, ça va permettre d'appréhender diverses situations qui sont liées à la cybersécurité. Et donc, l'adaptabilité, ça va permettre de rester efficace face à un paysage de menaces qui est vraiment dynamique et l'environnement technologique aussi qui est en constante évolution. Et le travail en équipe, ça va permettre de collaborer et construire ensemble des solutions. Et donc, la pensée critique, ça va permettre de questionner, évaluer et analyser des situations. Et donc là, par exemple, est-ce que vous auriez vu autre chose ou est-ce que vous aimeriez ajouter d'autres compétences? Est-ce qu'il y a quelque chose, par exemple, qui vous semblerait intéressant pour la cybersécurité ou même si vous avez des questions à ce niveau-là? Pardon? La collaboration. La collaboration, tout à fait. On pourrait retrouver un peu dans le travail en équipe, mais ça pourrait être intéressant d'avoir, parce que c'est quand même quelque chose d'essentiel. Tout à fait.
Le pragmatisme? Pardon? Sensibilisation, oui. J'aurais peut-être suggéré une question d'éthique. Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Donc déjà, là, on pourrait ajouter ces éléments-là. Merci beaucoup pour les suggestions. Et donc, la roue va être à la fin en licence Creative Commons, donc vous pourrez y accéder et puis ajouter aussi d'autres choses si vous pensez à d'autres choses. Donc, les compétences qui peuvent être évaluées pour la métacompétence de communication, c'est des compétences qui sont développées in situ et qui peuvent avoir différentes formes, donc comme une personne qui sensibiliserait une autre équipe sur le phishing, ou encore un pentester qui expliquerait ses findings d'une manière claire et adaptée à tout le monde pour que, en fin de compte, le risque soit compris et du coup solutionné. Ou bien encore un professionnel qui partagerait ses connaissances au grand nombre en présentant une conférence sur une spécialité ou une réflexion. Donc ça, c'est vraiment, ouais, c'est pour ça que j'ai sélectionné communication. C'était pour ces éléments-là. J'ai entendu quelqu'un qui voulait contribuer. Parfait. Donc je vais passer au pourquoi de la résolution de problèmes. En fait, les compétences qui pourraient être évaluées, ce serait par exemple un professionnel qui serait capable d'évaluer une menace et de la formuler dans le contexte du business concerné, par exemple. Et donc, dans le cas d'une attaque, identifier la source et les systèmes affectés, ou bien encore être capable de proposer des solutions engageantes et ludiques pour mieux sensibiliser les utilisateurs à la sécurité. Donc ça, c'est pour ça la résolution de problèmes. Et pour l'adaptabilité, donc, les compétences qui pourraient être évaluées, ce serait donc savoir entretenir et mettre à jour ses connaissances, collaborer aussi avec différents types d'équipes interdisciplinaires, donc c'est là qu'on va retrouver la collaboration justement, ou bien développer sa créativité pour mieux aborder diverses situations. Donc c'est vrai qu'on voit, il y a beaucoup chaque compétence a beaucoup de sous-compétences qui seraient intéressantes et qui permettraient de les évaluer. Donc pour le travail en équipe, les compétences qui pourraient être évaluées, c'est par exemple la capacité à mentorer et aussi à partager ses connaissances au sein d'une équipe, ou encore l'entraide entre les équipes pour solutionner un problème. Donc là, on retrouve vraiment cet aspect de silo qui pourrait s'effacer grâce à des solutions comme ça. Ou bien encore planifier des activités en fonction des profils. Donc pour la pensée critique, les compétences, ce serait par exemple la façon d'appréhender et de questionner les risques pour développer des solutions adaptées. Ou bien encore proposer des solutions adaptées aux utilisateurs sans dénaturer les politiques de sécurité en place. Ou sinon, savoir questionner aussi ces décisions pour pouvoir les améliorer. Et pour l'acuité économique et sociale, donc les compétences, ce serait par exemple connaître le contexte commercial pour proposer des solutions adaptées, ou bien créer des solutions pour que l'utilisateur se sente en sécurité et donc il puisse avoir confiance dans l'entreprise, ou encore comprendre de manière holistique les enjeux qui sont rencontrés par un utilisateur. Est-ce que vous voyez dans ces compétences-là, est-ce qu'il y aurait des éléments aussi que vous aimeriez ajouter, que ce soit la communication, l'acuité économique et sociale, ou des façons d'évaluer ces compétences-là? Donc on va passer à la troisième ellipse. Cette ellipse, elle va concerner en fin de compte les impacts des compétences dans la pratique des métiers de la cybersécurité. Et donc toutes les compétences durables, maîtrisées qu'on vient de voir, elles vont avoir un impact sur le long terme dans le fonctionnement, mais surtout dans la sécurisation. Donc par exemple, elles vont offrir une meilleure gestion des incidents de sécurité, avec une bonne communication, avec un déploiement rapide des équipes, et des solutions aussi, et une collaboration interdisciplinaire. Et aussi, on va pouvoir avoir une réduction des coûts liés aux failles de sécurité parce qu'on va avoir une approche plus proactive ou même une bonne connaissance du contexte de l'entreprise ou une stratégie de formation interne en fonction des futurs besoins. Et donc ensuite,
la productivité, elle pourrait être améliorée en reconnaissant toutes les compétences, tant techniques que durables, et permettre l'implication authentique des professionnels. Et donc, pour l'impact sur le renforcement de la confiance des clients et des partenaires, rendre la communication moins opaque en clarifiant le plus possible la technique et à quoi elle sert. Ça, c'est vraiment, je trouve, très important. Et pour l'impact sur la préparation aux défis futurs, l'anticipation avec l'analyse des risques et le développement d'un état d'esprit qui serait tourné vers un futur souhaité. Et enfin, pour l'impact sur la réduction de l'impact social des cyberattaques, ce serait le renforcement des politiques de sécurité by design et aussi faire de la cybersécurité une culture populaire et avoir une vision à long terme des politiques de sécurité pour devancer les cybercriminels. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ou des réflexions, des choses à ajouter sur ces outils? Parfait. Donc, en résumé, on a d'abord vu les métacompétences que vous voyez donc sur la demi-sphère à gauche. Et ensuite, on a listé des compétences durables dans le monde du travail, adaptées aux besoins du domaine de la cyber. Et à droite, et ça, c'est à droite dans la demi-sphère, dans le fond. Et enfin, on a retiré les impacts positifs sur le fonctionnement, donc tant pour les professionnels que pour les entreprises, et donc plus généralement pour le domaine de la cyber. Et donc, vous voyez tout ça, c'est tout listé tout à droite. Et donc, cette démarche pour valoriser les compétences durables au sein des métiers techniques, mais aussi des autres, ça nous propose de nous concentrer sur une meilleure performance en s'appuyant sur l'ensemble de nos capacités. Et donc, pour continuer d'améliorer cette roue, j'aimerais bien qu'on prenne un petit peu plus de temps pour que vous puissiez participer et qu'on puisse discuter ensemble. Et donc, pour formuler ça sous forme de questions, comment est-ce qu'on peut faire pour valoriser les compétences durables dans nos métiers, en fait, dans tous vos métiers? Qu'est-ce qui vous permettrait, selon vous, de valoriser les compétences durables? Pardon? Oui, et de quelle façon? Avec des KPI, par exemple, ou... Très bien, je vais sortir un petit bloc-notes pour noter vos... Si je peux sortir de là. Hop. N'hésitez pas à prendre le micro si vous avez d'autres choses à mentionner. Bonjour. Bonjour. Juste ici, à droite. À droite, ok. Je vois pas très bien, oui. Guillaume pour gestion informatique et SRPG. J'aime le design, mais une manière que je vois d'augmenter la valeur de ces talents-là durables serait de comprendre, si je fais le lien avec les autres panels qu'on a vus au courant de la journée d'hier et d'aujourd'hui, on a exploré entre autres le fait que au niveau de la cybercriminalité, les organisations de cybercriminels se dotent de structures de plus en plus similaires aux structures organisationnelles conventionnelles. Ce que j'en comprends, c'est que ces talents durables-là, qui devraient non seulement être valorisés, exploités et mis de l'avant dans les organisations standards, il y a fort à parier que c'est le type de talent qui... Puis là, je m'excuse de m'en aller comme ça a l'air alarmiste un peu, mais il y a fort à parier que c'est le type de talent qui devrait être mis de l'avant, valorisé et mis en importance pour la cybercriminalité aussi. Ce pattern-là est intéressant, mais c'est donc que les entreprises devraient valoriser ce type de talent-là parce que, assurément, un jour, il y aura un cybercriminel qui comprendra qu'il doit se doter du même type de talent pour faire progresser sa propre entreprise, peu importe du quel côté de la loi il se trouve rendu là. Encore une fois, je rapporte le côté éthique que je voyais qui était manquant dans le modèle, mais c'est ce que j'en comprends, c'est que si on retire l'éthique de tout ça, peu importe de quel côté de la loi on se trouve, ces talents-là sont essentiels. Oui, tout à fait. Donc on pourrait en effet rajouter l'éthique
pour justement pour cet aspect-là. Oui, oui, Pour complètement. l'aspect de direction, je dirais surtout, parce que si j'applique ces talents-là à un talent, à une direction criminelle, à une direction malfaisante, je vais avoir beaucoup plus de succès que quelqu'un qui ne les a pas. Tout à fait. Ouais, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup. Oui, oui. Donc, c'est vrai, l'éthique, c'est très important. Et on pourrait l'ajouter. Je vais essayer avec mon bloc-notes, si je retrouve ma souris. Voilà. Hop. Donc, ouais, parfait. J'aimerais bien le dropper de l'autre côté. Hop. Donc, on a dit éthique. Et juste avant, c'était quoi déjà? Qualification, voilà. Avec des KPI. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter d'autre? Qu'est-ce qui serait intéressant pour... Qu'est-ce qui manque en fait? Qu'est-ce qui pourrait permettre de... Oui, je vois une main levée au fond. À gauche. Enfin, à ma gauche. Oui, à droite, votre droite. Ah, à ma droite. Ce que je peux penser vite comme ça, c'est peut-être des capacités de gestion de stress, là, de prendre soin de son stress et celui des autres. Là. Oui, très intéressant. Donc, capacité de gestion de stress, ce serait quoi comme métacompétence? Intelligence émotionnelle, dans le fond. Intelligence... Ouais, ça peut être... Donc, on va mettre comme ça, on va mettre capacité de gestion de stress, le sien et des autres. On trouvera une meilleure métacompétence tout à l'heure. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Au fond, ça serait, selon moi, la curiosité. La curiosité. C'est la chose qui fait en sorte qu'on avance, puis qu'on apprend, puis suivi du trivium. Pardon, Suivi du trivium. Oui, parfait. Je vais noter ça. Hop. Je ne suis pas au bon clavier, donc mes accents, c'est des slash. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait se lancer? Je sais, c'est un peu intimidant de parler devant tout le monde, mais n'hésitez pas. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de mauvaise question, c'est vraiment on travaille ensemble, donc il n'y a pas de timidité à avoir, on est là pour avancer. Oui. Oui, très intéressant. Oui, tout à fait. Encourager le mentorat, je vais le noter. Ouais, je vois pas très bien. Ah, ok. Parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup déjà pour ces belles suggestions. Je vais les remettre là. Je vais les enregistrer et donc vous les trouverez également sur le guidebook où il va y avoir la roue pour que vous puissiez contribuer. Hop. Et je repars sur le slide. Non, dommage. Hop. Voilà. Donc on a d'abord vu en fin de compte les métacompétences. Non, pardon, je l'ai déjà fait ça. En clôture, donc je voudrais insister vraiment sur le fait que les compétences durables, elles sont vitales. Et puis non seulement pour améliorer la communication et la collaboration, mais aussi pour augmenter notre capacité à innover et à répondre aux défis sécuritaires donc de manière créative et inclusive. Et donc la roue des compétences durables qu'on a vue,
et qu'on a exploré aujourd'hui, c'est pas seulement, on va dire, un outil de visualisation, mais oui, et donc c'est pour ça que c'est aussi un outil de, comment dire, un appel à action en fin de compte, pour reconnaître et valoriser ces compétences qui vont transcender en fin de compte les compétences, les contextes techniques. Et donc ça va vraiment nous inviter à réfléchir sur comment ces compétences peuvent être continuellement développées et intégrées dans nos pratiques professionnelles pour répondre aux exigences d'un monde qui est en rapide mutation. Et donc, cette roue, donc, comme je le disais, elle va être disponible en licence Creative Commons, parce que c'est vraiment un outil évolutif. Et donc, c'est un outil qui est conçu pour s'adapter et se réinventer avec vos contributions. Parce que je trouve qu'ensemble, on peut développer un cadre qui va non seulement capturer l'essence des compétences durables, mais qui va aussi stimuler une réflexion continue sur leur rôle crucial dans les métiers de la cyber. Et d'ailleurs, à l'heure où les technologies avancent à un rythme sans précédent et où l'intelligence artificielle commence à transformer notre quotidien, c'est impératif de ne pas laisser nos compétences humaines derrière. Je veux dire, on parlait tout à l'heure de gestion de stress et tout ça, c'est vraiment, on est vraiment dedans là. Donc, engageons-nous à utiliser ces outils technologiques en gardant à l'esprit que c'est notre humanité, avec toutes ces compétences durables, qui doit guider le déploiement de leur utilisation. Donc, merci beaucoup et merci pour vos contributions. Merci. Donc, pour contribuer, vous pourrez trouver la route compétences durables, qui est juste là, et j'ajouterai prochainement vos contributions d'aujourd'hui. Et n'hésitez pas, c'est un Git, donc vous pouvez contribuer directement sur Git. Donc, je pense qu'on peut passer aux questions. Oui, s'il y a des questions, là, c'est sûr qu'on a fait un travail d'équipe comme ça, où ce que tout le monde était appelé à contribuer. Mais si vous avez des questions spécifiques, je vous invite à lever la main. On va aller vers vous. Mais en même temps, le fait que c'était participatif, ça se pourrait aussi que les questions se sont répondues d'eux-mêmes. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions pour Gabriel? Pour l'instant, non. Un au fond? Excellent. Donc, encore une fois, Gabriel Bodbol, un grand merci. Travail en évolution, donc on continue. J'aimerais qu'on l'applaudisse une dernière fois. Gabriel Bodbol. Merci. Merci. Merci beaucoup.